Erol Business by Rumeur Publique, le podcast qui fait découvrir les nouveaux livres des éditions Erol avec leurs auteurs. Bonjour et bienvenue dans Erol Business by Rumeur Publique. Je suis Jean-Christophe Latournerie et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Guillaume Gombert et Cyril Var au sujet de leur nouveau livre Gaffanomics, comprendre les super pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales. Le livre a un deuxième sous-titre très expressif, Guide d'aïkido stratégique pour exister face aux GAFA. Bonjour Guillaume et bonjour Cyril et merci de participer à ce podcast. Bonjour Jean-Christophe. Guillaume, vous êtes Project Director Stratégie et Insight chez Faber Novel et vous avez coordonné cet ouvrage avec François Druel, spécialiste de l'innovation. Cyril, vous êtes Executive Vice President de Faber Novel. Chez Faber Novel, vous dites que le futur, c'est apprendre au sérieux. Et avec ce livre, on va apprendre. Nous parlons donc des GAFA, un acronyme qui, chacun le sait, regroupe des entreprises bien connues, Google, Apple, Facebook et Amazon, et qui pourraient en abriter bien d'autres comme Twitter, Tesla ou encore Alibaba. Ces entreprises ont en commun d'être jeunes, moins de 20 ans pour la plupart, mais surtout, elles ont redessiné un monde, le nôtre. Comment imaginer aujourd'hui se passer d'elles ? Ce serait se passer de smartphones, de mails, de GPS ou encore de réseaux sociaux. Mais au-delà de nos vies, les GAFA ont révolutionné l'économie, le management, les business models en inventant de nouvelles règles, en partant de nouveaux points de vue et en s'affranchissant du passé grâce à des technologies innovantes. Certains, à l'instar d'Alessandro Baricco, les appellent les nouveaux barbares, d'autres les adulent ou les redoutent. Votre point de vue, celui du livre, est que l'on peut s'inspirer des GAFA pour lutter avec eux à armes égales. C'est tout le sens de ce que vous appelez l'aïkido stratégique, utiliser les forces de l'ennemi pour gagner. Gaffanomics est une série d'ouvrages dont le but est d'aider les entreprises à penser comme des startups. Mais revenons à nos GAFA. Vous avez identifié 7 de leurs super pouvoirs. 1. Le client gratuit. 2. La conception inversée. 3. Le management pirate. 4. L'entreprise magnétique. 5. L'entreprise temps réel. 6. L'entreprise infinie. Et enfin 7. L'entreprise intime. Mais surtout, votre livre fourmille d'exemples. Je ne résiste pas au plaisir d'aborder l'évolution de la comptabilité. Traditionnellement, la compta est orientée produit, c'est-à-dire qu'on analyse et on compte la marge de chaque produit ou famille de produits, le chiffre d'affaires et donc le résultat de la multiplication du prix unitaire de chaque produit et du volume de vente. Chez les GAFA, c'est très différent. La comptabilité se moque des produits, elle ne s'intéresse qu'au segment de clients. Le CA, chiffre d'affaires, est alors le produit du revenu par client et du nombre de clients. C'est ce qu'on appelle la comptabilité orientée client. Ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'est la mise en œuvre d'un concept beaucoup plus vaste qui pose les besoins des clients au centre de tout. C'est une des sauces secrètes des GAFA que vous révélez dans ce livre autour de leurs 7 super pouvoirs. Maintenant, quelques questions à Guillaume Gombert et Cyril Var. La bataille avec, je n'ose dire, contre les GAFA a-t-elle encore un sens ? Pensez-vous qu'ils peuvent encore réellement être challengés ? Effectivement, Jean-Christophe, le fait d'utiliser le mot contre, c'est un petit peu ambitieux parce qu'en fait, ça voudrait dire s'attaquer à des acteurs qui cumulent à peu près en France 36% de notre temps connecté, plusieurs milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, près de 500 milliards de dollars de trésorerie et à peu près 3 fois le CAC 40 en termes de valorisation. Donc on voit que ce sont des acteurs qui sont à des échelles plutôt continentales que nationales. Et hormis la compétition, en effet, à laquelle vous faites allusion, il y a une autre attitude qu'on peut avoir face aux GAFA, une autre prise d'aïkido qui est plus défensive, qui est la coopération. Donc là, c'est plutôt le avec dont vous parlez. Et là, les GAFA, on voit qu'ils ont besoin de grands groupes. Dans le livre, par exemple, on donne l'anecdote d'Apple qui a travaillé avec Goldman Sachs pour lancer une carte de crédit. Donc pour devenir finalement une banque ou un acteur qui met un premier pas dans l'univers financier. Et puis Amazon qui fait un partenariat avec Audi parce que Audi a besoin des coffres et puis Amazon a besoin d'espace de stockage pour ses colis. Donc on voit que les grands groupes et les GAFA peuvent mener des projets communs et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Après il y a une autre conviction que j'ai, c'est que en fait peut-être que le vrai challenger des GAFA ce ne sera pas une entreprise puisqu'ils sont vraiment trop gros, mais plutôt une institution.
et je pense spontanément à l'Union européenne. On voit que ce régulateur particulier n'a pas dit son dernier mot et qu'il souhaite en fait adapter le droit pour mieux encadrer les plateformes. Et donc si c'est vrai que les GAFA n'ont pas de problème d'argent ou de puissance économique, ils ont plutôt un problème de confiance en ce moment, on le voit avec Facebook ou Google. Donc voilà, même si c'est des entreprises qui sont technologiquement et économiquement exemplaires, la question c'est de savoir si ce sont des entreprises exemplaires aussi du point de vue de leurs clients. Vous proposez aux entreprises de comprendre les super pouvoirs des GAFA pour mieux les utiliser. Et il ne serait pas possible d'inventer de nouveaux super pouvoirs ? Alors comme vous l'avez dit Jean-Christophe, vous avez donc cité les 7 super pouvoirs qu'on a identifiés. Donc les 3 premiers que vous avez listés, ils concernent plutôt la manière de faire, donc la manière de s'organiser, donc qui sont plus d'ordre culturel ou managériaux. Les 4 derniers, ils concernent plutôt le modèle économique des GAFA. Donc déjà, il y a deux types de pouvoirs. Les premiers super pouvoirs, donc le client gratuit, la conception inversée, le management pirate, ils sont typiques des GAFA. Et a priori, on pense avoir fait le tour justement des spécificités managériales et d'organisation de l'innovation que les GAFA ont proposées depuis une vingtaine d'années, comme vous l'énonciez. Après, les 4 autres, le magnétisme, l'infinité, le temps réel et l'intimité, ils sont propres en fait à un modèle que les GAFA partagent, c'est le modèle de plateforme. Ça existe depuis assez longtemps. Les GAFA, en fait, n'ont pas inventé ce modèle. On peut penser que juste une place de marché au Moyen-Âge, c'est déjà une plateforme avec des commerçants et des clients qui viennent consommer. Donc ça existe depuis très longtemps. Simplement, ce que je pourrais dire, c'est que les GAFA ont utilisé les technologies pour pousser ce modèle à l'extrême en termes d'adaptabilité, de réactivité, de productivité et de croissance. Donc, bon, pour nous, en fait, si je résume, il y a 7 super pouvoirs, on a beau se creuser la tête, on n'en voit pas d'autres, mais si nos lecteurs parviennent à en trouver d'autres, il faut qu'ils nous écrivent justement, il y a peut-être quelque chose qu'on aurait loupé. La demande est clairement envoyée. Merci Guillaume. Quelle est la place de l'intuition, du talent, ou ce qu'on appelle aussi la vista dans la réussite d'une entreprise, et en particulier chez les GAFA ? Je pense que c'est le point de départ de tous les GAFA. On oublie un peu que dans les années 90, donc 96 si mes souvenirs sont bons, quelqu'un a eu la vision d'être capable de vendre tous les livres à toutes les personnes de la Terre et de les livrer jusqu'au dernier kilomètre, ce qui à l'époque était littéralement une vision. Et après, effectivement, vous avez 2 étudiants qui décident de battre à l'époque le champion du monde du search qui s'appelait AltaVista et qui était très très puissamment fondé par Compaq pour essayer de les battre avec une nouvelle technologie, un nouvel algorithme et créer un outil qui serait utile à tous les habitants de la planète. Vous avez également, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui, dans une chambre d'étudiants, décide d'essayer de créer un réseau où le monde entier pourrait parler. Donc, mécaniquement, à l'époque où ces entreprises ont été créées, elles étaient des entreprises visionnaires, même si, dans le cas notamment de Facebook et de Google, il y a eu quelques prédécesseurs qui avaient un peu ouvert la voie. Je pense que le vrai rôle de la vision, au départ, il est double. Un, c'est de donner une ambition qui, pour l'époque, pouvait être considérée comme démesurée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé les billion people business. C'est des gens qui pensent déjà en milliards d'utilisateurs dès le départ de la conception de leurs produits. Et deuxièmement, ce qu'on oublie trop souvent, et je pense notamment à Jeff Bezos, mais aussi à Sergey Brin et à Zuckerberg, c'est la capacité à générer de l'investissement permanent de part d'actionnaires qui deviennent extrêmement patients. On oublie trop souvent que l'autre challenge des GAFA, au-delà de cette vision très universelle et très large, ça a été de s'assurer un financement et des pertes pendant plusieurs années en convainquant leur pool d'actionnaires et leur pool de parties prenantes qu'il fallait continuer à investir dans la vision, même si ça pouvait être tentant pour certains de se stabiliser et de commencer à créer de la profitabilité. Donc sous ces 2 axes, je pense qu'effectivement, les caractéristiques de ces leaders des GAFA, et on pourrait aussi penser maintenant à Tesla, on pourrait penser également à Spotify, à toutes ces entreprises qui sont des entreprises de plateforme. C'est un incarnateur d'une vision très ambitieuse et en même temps quelqu'un qui est capable de convaincre des financiers, et vous parliez de comptabilité en introduction, de continuer à investir sur le client et sur cette prise de part de clientèle, même pendant des périodes très longues qui peuvent être en dizaines d'années. Merci Cyril. 4e question, votre livre est parfaitement documenté, c'est d'ailleurs très agréable à lire, et enrichi d'un index très utile. Et dans cet index, l'entrée société de consommation est celle qui renvoie au plus grand nombre de pages. Pourquoi ? On a beaucoup réfléchi avec les auteurs et avec nos analystes à comment bien
pédagogiquement faire comprendre cet univers des GAFA, leur modèle de fonctionnement, leur modèle de compétitivité. Et à un moment donné, le contraste, et pour pas dire l'opposition entre deux manières de voir le monde et de voir l'économie, était probablement la manière la plus simple et la plus claire de faire comprendre à, pour faire simple, des gens de mon âge, des baby-boomers et des générations X, en quoi l'univers des GAFA est différent. Il est tellement différent qu'effectivement, juste en expliquant le modèle de plateforme, le modèle de réseau, sans opposition, c'était pédagogiquement compliqué de faire passer certains messages. Du coup, on a choisi le parti pris dès le départ, entre guillemets, d'opposer, artificiellement sans doute sur pas mal de points, l'économie numérique et l'économie traditionnelle qui, dans le cas de nos mondes industrialisés, est la société de consommation. Et donc, en gros, d'expliquer le contraste entre un écran de télévision qui produit des publicités, qui pousse les gens dans les supermarchés, et des centaines de milliers de personnes sur leur smartphone en train d'appuyer sur le bouton acheter. Dernière question. Gaphanomics, c'est une série de livres. Quel sera le prochain épisode? Quel sera le sujet du prochain livre de la série? Je suis un peu superstitieux, donc il est en cours de relecture. Il va probablement être publié rapidement, mais on ne sait jamais jusqu'au BAT, jusqu'où il ira. Mais pour faire simple, un sujet qui nous a beaucoup intéressé, notamment parce qu'on a un parti pris d'aider le tissu industriel français à mieux résister aux GAFA, c'est qu'on parle beaucoup d'apprendre de ses erreurs en France, on parle beaucoup d'apprendre de ses erreurs à l'école, à Sciences Po, à HEC. Dans la réalité de la pratique quotidienne d'une grande entreprise, c'est un peu moins flagrant et on ne le fait peut-être pas si souvent que ça. Du coup, on a voulu illustrer, parce que c'est une pratique de design qu'on suit nous très scrupuleusement chez Faber Novel, ça en illustrant une dizaine d'erreurs majeures stratégiques qui ont été faites par des grandes entreprises face aux GAFA. Comment ils ont fait ces erreurs, pourquoi ils ont fait ces erreurs et évidemment comment les éviter. Donc le thème du prochain ouvrage sera, qui devrait sortir cette année, l'erreur face à des GAFA, l'erreur stratégique et évidemment, parce qu'on veut rester positif, comment ces entreprises ont également rebondi après leur erreur. Merci Guillaume Gombert et Cyril Var de Faber Novel. Gaphanomics, comprendre les super pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales, un ouvrage coordonné par François Druel et Guillaume Gombert aux éditions Erol. À bientôt pour un nouveau podcast Erol Business by Rumeur Publique.